À 92 ans, affaibli par la maladie, Jamal Abbas n'a pourtant pas quitté ce monde, qu'on se le dise clairement. Non, il respire encore. Son état est critique, certes, son corps lâche, mais il est bel et bien en vie. Et si son nom continue de circuler avec autant d'insistance, ce n'est pas un hasard, car Abbas n'est pas un personnage ordinaire. Pendant 2 décennies, il a été un rouage central du système Bouteflika, une figure politique majeure qui a laissé une empreinte durable en Algérie. Pour comprendre pourquoi on parle encore de lui aujourd'hui, il suffit d'observer l'importance des postes qu'il a occupés durant toutes ces années. Aujourd'hui, il n'est plus incarcéré, mais son passage en prison lui a valu une sorte de record peu glorieux. Celui d'avoir été l'un des détenus les plus âgés au monde. Ce n'est qu'au milieu de l'année 2025, à l'âge de 91 ans, qu'il a finalement retrouvé la liberté. Alors qu'à cet âge-là, dans des pays fonctionnant avec un minimum de logique, on devrait être soigné plutôt qu'enfermé. Et cette libération n'a pas été un simple geste administratif. Elle a été obtenue au terme de nombreuses pressions, de démarches répétées, d'interventions insistantes auprès d'Abdelmadjid Tebboune, comme s'il fallait arracher une décision pourtant évidente. Car, soyons honnêtes, garder en prison un homme de plus de 90 ans, en plus gravement malade, relève davantage de pratiques que l'on associe à des... À 92 ans, affaibli par la maladie, Jamal Abbas n'a pourtant pas quitté ce monde, qu'on se le dise clairement. Non, il respire encore. Son état est critique, certes, son corps lâche, mais il est bel et bien en vie. Et si son nom continue de circuler avec autant d'insistance, ce n'est pas un hasard, car Abbas n'est pas un personnage ordinaire. Pendant 2 décennies, il a été un rouage central du système Bouteflika, une figure politique majeure qui a laissé une empreinte durable en Algérie. Pour comprendre pourquoi on parle encore de lui aujourd'hui, il suffit d'observer l'importance des postes qu'il a occupés durant toutes ces années. Aujourd'hui, il n'est plus incarcéré, mais son passage en prison lui a valu une sorte de record peu glorieux. Celui d'avoir été l'un des détenus les plus âgés au monde. Ce n'est qu'au milieu de l'année 2025, à l'âge de 91 ans, qu'il a finalement retrouvé la liberté. Alors qu'à cet âge-là, dans des pays fonctionnant avec un minimum de logique, on devrait être soigné plutôt qu'enfermé. Et cette libération n'a pas été un simple geste administratif. Elle a été obtenue au terme de nombreuses pressions, de démarches répétées, d'interventions insistantes auprès d'Abdelmadjid Tebboune, comme s'il fallait arracher une décision pourtant évidente. Car, soyons honnêtes, garder en prison un homme de plus de 90 ans, en plus gravement malade, relève davantage de pratiques que l'on associe à des régimes autoritaires, fermés ou instables. On pense à la Corée du Nord, à l'Érythrée, au Soudan et à d'autres systèmes du même type. Peut-être que de telles situations existent encore dans ces contextes, mais dans un pays censé être gouverné avec un minimum de bon sens, cela paraît difficilement justifiable. Avant même de parler de politique, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Son état de santé était déjà extrêmement préoccupant, et son esprit, lui, commençait sérieusement à vaciller. Bien avant sa libération, entre 2019 et 2022, lorsqu'il comparaissait devant la justice, ses propos laissaient perplexe. Il tenait des discours complètement déconnectés, évoquant encore Abdelaziz Bouteflika comme s'il était toujours en vie, allant jusqu'à promettre aux magistrats que ce dernier saurait les récompenser. Des paroles qui en disaient long sur sa confusion mentale, comme s'il évoluait dans une réalité parallèle, presque sous l'effet d'une altération profonde de la conscience. Pourtant, malgré cet état évident de dégradation physique et cognitive, il a fallu attendre qu'il atteigne un âge très avancé pour qu'une décision soit enfin prise. Ce n'est qu'à la fin du premier semestre 2025 qu'il a pu quitter la prison, pour regagner son domicile à Médéa, où il vit aujourd'hui entouré des siens, toujours très affaibli. Non, Jamal Abbas n'est pas décédé, mais il est dans un état critique. Et il ne faut pas oublier que cet homme traîne derrière lui plusieurs décennies de vie politique. Dès le début des années 80, il était déjà engagé, notamment comme député du FLN à partir de 1982. Dans les années 90, en pleine période trouble, il siégeait au Conseil de la Nation de transition. Puis il s'est imposé au sommet de l'État, ministre de la Solidarité nationale à plusieurs reprises dès 1999, occupant ce poste presque sans interruption jusqu'en 2007, avec même un retour en 2007 à 2008. Il a également dirigé le ministère de la Santé entre 2010 et 2012. Et comme si cela ne suffisait pas, il a pris les rênes du FLN entre 2016 et 2019,
avant de devenir vice-président du Conseil de la Nation juste avant la tempête politique du Hirak en 2019. Autrement dit, près de 20 ans passés au gouvernement et plusieurs années à la tête du parti historique du pays, un parcours qui explique pourquoi son nom continue de résonner aujourd'hui. Comme beaucoup de figures du système Bouteflika, Abbas n'a pas échappé à la vague d'incarcération. Pourtant, contrairement à d'autres noms éclaboussés par des scandales massifs, son dossier n'a jamais provoqué un séisme national. Ce qui lui a surtout été reproché, c'est ce fameux épisode durant lequel il dirigeait le FLN entre 2016 et 2019. Là, l'accusation est plus croustillante, un véritable marché politique où des sièges se négociaient en coulisses. À 92 ans, affaibli par la maladie, Jamal Abbas n'a pourtant pas quitté ce monde, qu'on se le dise clairement. Non, il respire encore. Son état est critique, certes, son corps lâche, mais il est bel et bien en vie. Et si son nom continue de circuler avec autant d'insistance, ce n'est pas un hasard, car Abbas n'est pas un personnage ordinaire. Pendant 2 décennies, il a été un rouage central du système Bouteflika, une figure politique majeure qui a laissé une empreinte durable en Algérie. Pour comprendre pourquoi on parle encore de lui aujourd'hui, il suffit d'observer l'importance des postes qu'il a occupés durant toutes ces années. Aujourd'hui, il n'est plus incarcéré, mais son passage en prison lui a valu une sorte de record peu glorieux. Celui d'avoir été l'un des détenus les plus âgés au monde. Ce n'est qu'au milieu de l'année 2025, à l'âge de 91 ans, qu'il a finalement retrouvé la liberté. Alors qu'à cet âge-là, dans des pays fonctionnant avec un minimum de logique, on devrait être soigné plutôt qu'enfermé. Et cette libération n'a pas été un simple geste administratif. Elle a été obtenue au terme de nombreuses pressions, de démarches répétées, d'interventions insistantes auprès d'Abdelmadjid Tebboune, comme s'il fallait arracher une décision pourtant évidente. Car, soyons honnêtes, garder en prison un homme de plus de 90 ans, en plus gravement malade, relève davantage de pratiques que l'on associe à des régimes autoritaires, fermés ou instables. On pense à la Corée du Nord, à l'Érythrée, au Soudan et à d'autres systèmes du même type. Peut-être que de telles situations existent encore dans ces contextes, mais dans un pays censé être gouverné avec un minimum de bon sens, cela paraît difficilement justifiable. Avant même de parler de politique, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Son état de santé était déjà extrêmement préoccupant, et son esprit, lui, commençait sérieusement à vaciller. Bien avant sa libération, entre 2019 et 2022, lorsqu'il comparaissait devant la justice, ses propos laissaient perplexe. Il tenait des discours complètement déconnectés, évoquant encore Abdelaziz Bouteflika comme s'il était toujours en vie, allant jusqu'à promettre au magistrat. À 92 ans, affaibli par la maladie, Jamal Abbas n'a pourtant pas quitté ce monde, qu'on se le dise clairement. Non, il respire encore. Son état est critique, certes, son corps lâche, mais il est bel et bien en vie. Et si son nom continue de circuler avec autant d'insistance, ce n'est pas un hasard, car Abbas n'est pas un personnage ordinaire. Pendant 2 décennies, il a été un rouage central du système Bouteflika, une figure politique majeure qui a laissé une empreinte durable en Algérie. Pour comprendre pourquoi on parle encore de lui aujourd'hui, il suffit d'observer l'importance des postes qu'il a occupés durant toutes ces années. Aujourd'hui, il n'est plus incarcéré, mais son passage en prison lui a valu une sorte de record peu glorieux. Celui d'avoir été l'un des détenus les plus âgés au monde. Ce n'est qu'au milieu de l'année 2025, à l'âge de 91 ans, qu'il a finalement retrouvé la liberté. Alors qu'à cet âge-là, dans des pays fonctionnant avec un minimum de logique, on devrait être soigné plutôt qu'enfermé. Et cette libération n'a pas été un simple geste administratif. Elle a été obtenue au terme de nombreuses pressions, de démarches répétées, d'interventions insistantes auprès d'Abdelmadjid Tebboune, comme s'il fallait arracher une décision pourtant évidente. Car, soyons honnêtes, garder en prison un homme de plus de 90 ans, en plus gravement malade, relève davantage de pratiques que l'on associe à des régimes autoritaires, fermés ou instables. On pense à la Corée du Nord, à l'Érythrée, au Soudan et à d'autres systèmes du même type. Peut-être que de telles situations existent encore dans ces contextes, mais dans un pays censé être gouverné avec un minimum de bon sens, cela paraît difficilement justifiable. Avant même de parler de politique, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Son état de santé était déjà extrêmement préoccupant, et son esprit, lui, commençait sérieusement à vaciller.
Bien avant sa libération, entre 2019 et 2022, lorsqu'il comparaissait devant la justice, ses propos laissaient perplexe. Il tenait des discours complètement déconnectés, évoquant encore Abdelaziz Bouteflika comme s'il était toujours en vie, allant jusqu'à promettre aux magistrats que ce dernier saurait les récompenser. Des paroles qui en disaient long sur sa confusion mentale, comme s'il évoluait dans une réalité parallèle, presque sous l'effet d'une altération profonde de la conscience. Pourtant, malgré cet état évident de dégradation physique et cognitive, il a fallu attendre qu'il atteigne un âge très avancé pour qu'une décision soit enfin prise. Ce n'est qu'à la fin du premier semestre 2025 qu'il a pu quitter la prison pour regagner son domicile à Médéa, où il vit aujourd'hui entouré des siens, toujours très affaibli. Non, Jamal Abbas n'est pas décédé, mais il est dans un état critique. Et il ne faut pas oublier que cet homme traîne derrière lui plusieurs décennies de vie politique. Dès le début des années 80, il était déjà engagé, notamment comme député du FLN à partir de 1982. Dans les années 90, en pleine période trouble, il siégeait au Conseil de la Nation de transition. Puis il s'est imposé au sommet de l'État, ministre de la Solidarité nationale à plusieurs reprises dès 1999, occupant ce poste presque sans interruption jusqu'en 2007, avec même un retour en 2007 à 2008. Il a également dirigé le ministère de la Santé entre 2010 et 2012. Et comme si cela ne suffisait pas, il a pris les rênes du FLN entre 2016 et 2019, avant de devenir vice-président du Conseil de la Nation, juste avant la tempête politique du Hirak en 2019. Autrement dit, près de 20 ans passés au gouvernement et plusieurs années à la tête du parti historique du pays, un parcours qui explique pourquoi son nom continue de résonner aujourd'hui. Comme beaucoup de figures du système Bouteflika, Abbas n'a pas échappé à la vague d'incarcération. Pourtant, contrairement à d'autres noms éclaboussés par des scandales massifs, son dossier n'a jamais provoqué un séisme national. Ce qui lui a surtout été reproché, c'est ce fameux épisode durant lequel il dirigeait le FLN entre 2016 et 2019. Là, l'accusation est plus croustillante, un véritable marché politique où des sièges se négociaient en coulisses. Selon les enquêtes, lui et ses fils auraient transformé l'accès aux candidatures en une sorte de commerce, monnayant les places sur les listes électorales. Résultat, des hommes d'affaires fortunés auraient déboursé des sommes considérables pour obtenir un ticket d'entrée vers l'Assemblée ou le Sénat. L'objectif n'était pas tant de servir que de se protéger, car derrière ces fonctions se cache une immunité précieuse, capable de tenir la justice à distance. Ce système, largement dénoncé à l'époque, a alimenté un scandale retentissant qui a marqué l'opinion publique. Bien sûr, ce n'était pas le seul dossier à son actif. Mais c'est surtout ce mélange de trafic d'influence et d'avantages politiques qui a laissé une trace. Finalement, le 8 août 2022, la justice a tranché. 3 années de prison ferme pour des faits liés à la gestion des fonds publics, détournement et soupçons de blanchiment, remontant à son passage au ministère de la Solidarité nationale. Non, il ne faisait clairement pas partie des figures les plus corrompues de l'ère Bouteflika. Et pour être honnête, Abbas, ou Djamba pour certains, n'a jamais été perçu comme un homme fondamentalement nuisible. Ceux qui l'ont côtoyé, journalistes, analystes ou simples observateurs de la scène politique algérienne, dressent souvent le même portrait. Celui d'un personnage presque attendrissant, un peu fantasque, parfois déconnecté, mais rarement dangereux. Une sorte de gros nounours, imprévisible, excessif, parfois ridicule même. Car oui, il s'est souvent illustré par des sorties pour le moins extravagantes. Affirmer que le niveau de vie en Algérie surpassait celui de la Suède. Prétendre avoir partagé les bancs de l'université avec Angela Merkel à Leipzig. Ou encore, ériger Bouteflika en figure quasi mythologique. Un leader devant lequel le monde entier s'incline. Un lion dont le rugissement ferait fuir même les prédateurs. On était clairement dans une rhétorique démesurée, un populisme assumé, teinté d'une flatterie presque artistique. Avec lui, la chita, cette forme de flagornerie politique, n'était plus un simple outil, mais presque une discipline à part entière. Et pourtant, malgré ses excès, il n'était pas considéré comme quelqu'un de fondamentalement malveillant. Surtout, il ne correspond pas au profil d'un homme de pouvoir brutal ou oppressif. Il n'a jamais été identifié comme celui qui envoyait ses opposants derrière les barreaux, ni comme un stratège utilisant la justice ou les appareils sécuritaires pour écraser ses rivaux.
Pas de manœuvre pour intimider, faire chanter ou manipuler les institutions à son profit. Il y avait chez lui une certaine forme de retenue, voire une élégance dans la manière d'exister politiquement. Certes, sa gestion des ressources publiques était loin d'être irréprochable, et son attachement au président Bouteflika semblait parfois dépasser celui qu'il portait à son propre pays. On pourrait dire qu'il incarnait le dévouement absolu au régime, jusqu'à frôler la servilité. Mais cela ne faisait pas de lui un homme cruel. Et pourtant, malgré un état de santé très dégradé et une perte évidente de ses capacités mentales dès les années 2021 à 2022, il a été maintenu en détention jusqu'à 91 ans. Pourquoi un tel acharnement? Parce qu'au fond, le pouvoir en place, sous Tebboune, semblait déterminé à régler ses comptes avec toute une génération issue de l'ancien système. Essayons d'être cohérents 2 secondes. Dans n'importe quel pays qui fonctionne avec un minimum de logique, garder derrière les barreaux une personne de plus de 75 ou 80 ans n'a tout simplement aucun sens. Encore moins lorsqu'elle est gravement malade. Et dans le cas d'Abbas, on parle de quoi exactement? Pas d'un criminel sanguinaire, pas d'un prédateur, pas d'un terroriste ni d'un poseur de bombes. Aucun meurtre, aucune atrocité de ce genre. On parle de délits financiers, de détournements, de pratiques discutables, certes, mais rien qui justifie une telle dureté à un âge aussi avancé. Normalement, quand quelqu'un atteint cet état, affaibli, diminué, parfois même désorienté, la justice fait preuve de mesure. Elle n'est pas censée devenir une machine à broyer, ni un instrument de souffrance. Enfermer jusqu'à l'extrême limite, ce n'est pas rendre justice, c'est frôler l'acharnement, voire la cruauté. Et dans son cas, on est passé tout près du pire. Il aurait très bien pu finir ses jours en prison. L'an dernier déjà, cela semblait possible. Aujourd'hui encore, les rumeurs sur son état ne sortent pas de nulle part. Il est évident